Aujourd'hui, on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Il y a plus de 40% des collaborateurs qui se déclarent comme étant en détresse psychologique. C'est fort quand même. Il va y avoir de la casse. Et je pense que ça va être extrêmement dommageable pour l'entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Eduardo, le cofondateur de Naboo. La start-up accompagne les entreprises qui souhaitent offrir plus de liberté et de flexibilité à leurs collaborateurs, tout en renforçant le collectif et la culture d'entreprise. Naboo permet aux entreprises d'offrir à leurs équipes la possibilité de se retrouver où elles le souhaitent, quand elles en ont besoin, facilitant ainsi la reconnexion entre collaborateurs au cours de séjours de travail expérientiels au plus proche de la nature. Une discussion sur les nouvelles attentes des collaborateurs après la plus grosse crise que nous avons traversée depuis des décennies, une occasion de comprendre le nouveau monde dans lequel nous entrons. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, j'aimerais te faire réagir à une citation que j'ai sélectionnée pour toi. Elle est de Richard Branson. « Prenez soin d'abord de vos salariés et ils prendront soin de vos clients. » Je partage à 400%. D'accord. C'est notre philosophie, en tout cas, chez WOM. Donc, c'est la meilleure citation que tu pouvais choisir. Je le savais. Et est-ce que tes clients, les entrepreneurs de ces entreprises, ils partagent ça aussi ? En fait, je pense qu'on a les clients qui nous ressemblent. Et D'accord. on a aussi les clients qu'on mérite, mais je pense que oui. De toute façon, nous, on vend du bien-être. Donc, il faut que les clients aient envie d'offrir du bien-être pour que ça marche. Et si je demande, donc tu as 3 associés, c'est ça ? Et si je leur demandais de me parler de toi, qui te présente, qu'est-ce qu'ils diraient ? Ils diraient intrépide, Ok. l'envie de conquête, de challenge et d'apprendre. Je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est empathique. D'accord. Je pense que ce qu'on partage d'ailleurs tous dans l'entreprise, c'est ça. C'est nos 2 premières valeurs. Je suis pas Ouais. très loin. C'est le fait d'être à l'écoute, tu incarnes alors. d'aimer l'autre, d'écouter l'autre et d'être attentif. Et donc oui, j'espère que j'incarne nos propres valeurs, ouais, absolument. Alors, tu as dit sur les réseaux sociaux que l'un des ingrédients centraux de l'attractivité des talents, c'est le bien-être au travail. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui ? Je pense qu'il y a eu une révolution dans la société très forte. On est passé d'un modèle où l'entreprise était pourvoyeur d'emploi à un modèle où les gens recherchent une aventure avec du sens, dans laquelle ils vont s'impliquer et s'investir. On a une très grosse révolution, lente, mais très grosse, et qui s'est d'autant plus révélée avec le Covid, où en fait les gens ne recherchent plus un emploi, ils ne veulent plus échanger un contrat de travail contre un salaire. Ils viennent dans une aventure, ils viennent rejoindre une aventure, et donc du coup, le point de vue du collaborateur est devenu beaucoup plus central par rapport à l'entreprise. Et donc les entreprises doivent être à l'écoute des collaborateurs, et en plus, ce qui n'arrange rien pour les entreprises, c'est qu'il y a une pénurie de talents aujourd'hui sur le marché, et donc ça donne le pouvoir aux collaborateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de migrer lentement mais sûrement vers ce que j'appelle l'employee experience. C'est vraiment l'expérience collaborateur. C'est le collaborateur qui a son mot à dire avant tout. Wow. Dernièrement, je discutais avec un ami entrepreneur en Suisse qui avait une agence, qui a une agence comme moi et qui cherche des gens dans la tech, des web designers. Et juste à côté, je crois qu'il a une filiale, enfin pas filiale, mais des bureaux de Google. Et il dit, en fait, c'est l'enfer, quoi. Parce que les gens, quand ils viennent au rendez-vous, c'est est-ce qu'il y a du massage ? Est-ce qu'on a un coach personnel ? Est-ce que c'est vegan ? Et en fait, lui, il s'arrache les cheveux parce qu'il dit, bon, déjà, on a l'impression d'être assez bien, tu vois, de prendre soin des gens, on fait des séminaires et tout. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas, après, en même temps, c'est l'entreprise, hein, mais une genre de surenchère, on en arrive à des éléments un peu stratosphériques. C'est marrant parce que j'ai posté il y a 2 heures sur LinkedIn exactement ça. Est-ce qu'il y a de la surenchère ? J'interroge mon réseau. Est-ce qu'il y a de la surenchère en fait dans les perks, dans les bénéfices qui sont apportés aux collaborateurs ? Et est-ce que finalement c'est vertueux d'aller jusque-là ? Je pense que tout est guidé de toute façon par l'offre et la demande. D'accord. En réalité, à partir du moment où il y a moins de candidats que d'offres pourvues sur le marché, ça va se passer comme ça. C'est l'inflation. À partir du moment où il y a des entreprises qui sont prêtes à aller jusque-là, elles tirent le marché dans ce sens. Je pense que pour l'instant, c'est vertueux pour le collaborateur, parce qu'on est en train de faire un énorme pas vers le collaborateur. Le jour où il y a un retournement de marché, ça ne va plus être la même chose. On sait très bien que les marchés, c'est cyclique.
Donc je ne pense pas que ça dure ad vitam aeternam, mais quand même, ça fait au moins 10 ans que les campus Apple et Google existent et qui tirent vers le haut, et que pour autant, toutes les autres entreprises n'ont pas cessé d'exister et elles n'ont pas complètement suivi ce chemin-là, en tout cas pas toutes. Voilà. Mais en même temps, ça crée un petit mythe qui, dans le rapport entrepreneur-salarié, met une énorme pression. Il y a quelques années, j'étais allé en Californie et j'ai visité le campus Google, et je me souviens d'avoir vu des photos des années avant. Je trouvais ça incroyable, ça a l'air immense et tout ça. Et en fait, quand j'étais sur place, alors il y avait des trucs un peu cool, mais ça avait l'air d'être une boîte un peu normale, c'était pas si gros que ça. Alors il y avait quand même une piscine à contre-courant dehors, donc bon, ça c'était cool. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que en surcommuniquant comme ils font, ils sont pas en train de faire du mal à toutes les autres boîtes? Parce qu'en fait, dans la réalité, souvent on entend qu'ils ont plein de services, mais qu'ils ne sont jamais utilisés. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un mythe qui est transmis et en même temps qui est difficile après derrière à gérer en tant que patron? En tant qu'employeur, ouais, en fait, je pense que tu touches du doigt le vrai gros sujet, c'est que pour moi, le métier de DRH est en train d'évoluer vers un métier de directeur marketing pour les employés. D'accord. Donc en fait, on est face au marketing, comme d'habitude, est dominé par les Américains. D'accord. Et c'est eux qui définissent la tendance grâce à ce marketing. Et après, bon, il y a le côté qu'est-ce que j'ai quand j'y suis vraiment. Donc c'est ce qui s'est passé pour toi. Par contre, ça ne dure pas. Il faut investir dans des DRH qui font du marketing. C'est-à-dire, pas qui vendent n'importe quoi, mais qui apprennent à connaître leurs clients. Leurs clients, c'est les employés, c'est les candidats. Il y a une approche vraiment de persona à aller chercher. Vraiment, c'est ça le marketing. C'est qui sont les gens que je veux recruter. Et en fonction de qui sont ces gens-là, quelle est l'offre, moi en tant que DRH marketing, je leur propose. Et c'est là où on en revient aux bénéfices. Parce qu'en fait, avoir une salle de sport dans tes locaux, c'est génial si tu veux attirer des sportifs. Mais quid des autres? Si tu veux attirer des parents, parce qu'en fait on a besoin, en général c'est les gens les plus qualifiés, parce qu'en termes de seniorité c'est ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ta salle de sport? Non mais c'est vrai. Donc ce qui est important, c'est de bien segmenter, de bien comprendre qui est ton client et de mettre en place l'offre qui répond à leurs attentes, à leurs demandes. J'ai parlé avec un entrepreneur, une start-up aussi super connue. Il recrute, grosse croissance, ça cartonne. Du coup, il s'enflamme, vacances au ski, enfin la totale, quoi. Vraiment bien-être maximal. D'un coup, la boîte, elle redescend. Là, d'un coup, forcément, il n'y a plus les bières à volonté et tout ça. Il reste tu vois, une attention quand même au bien-être, mais bon, tout le côté très fun. Et là, une grande partie des employés se barrent. Et lui, ça l'a intérieurement, émotionnellement, ça l'a vraiment marqué. En se disant, mais en fait, les gens, ils étaient là, pourquoi en fait Et comment, en tant qu'entrepreneur, recruteur, tu discernes entre la personne, elle est là, en gros, mais en fait, je suis ni son père, ni sa mère, ni son conjoint. En fait, je n'ai pas une responsabilité d'emmener du bonheur. Et en même temps, je veux qu'il soit bien. Il est quand même là pour travailler. Enfin, voilà, comment toi qui es dans ce business-là, comment tu conseilles tes clients et quelle est ton analyse? Je pense qu'il faut faire il faut réussir à créer du lien entre la marque employeur et la culture. Yeah. Parce qu'en fait, à partir du moment où ce que tu offres, c'est des bénéfices, il faut les assumer derrière. C'est-à-dire qu'en effet, là, visiblement, ces collaborateurs sont venus pour les bénéfices qui étaient offerts. Est-ce qu'il y a eu un travail de créer de la culture derrière? Est-ce qu'il y a eu un travail de créer de l'attachement à la marque, de l'attachement aux autres collaborateurs, de l'attachement aux produits, de l'attachement aux clients? Parce qu'en fait, la culture, c'est tout ça. Donc la marque employeur, c'est la porte d'entrée. Derrière, il faut travailler la culture, parce que c'est ça qui fait la rétention, c'est ça qui fidélise, c'est ça qui fait que les mecs se battent pour toi, se battent pour cette entreprise, se démènent pour les clients. J'ai un de mes amis entrepreneurs, je ne sais pas si je peux le citer, en tout cas si je peux, il s'appelle Baptiste Boulard, il est fondateur de Swapcard, et je suis très admiratif de la culture qu'ils ont mis en place. C'est une entreprise qui n'a pas marché pendant longtemps, puis il y a eu le Covid et elle a explosé. Et en fait, quand on passe de 50 collaborateurs à 250 comme ils l'ont fait, il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose parce que, tu vois, tu as ta marque employeur, ok, ça t'aide, mais derrière, comment tu fais pour que les mecs avancent tous dans le même chemin et répondent vraiment aux besoins de tes clients et que tu n'aies pas de dégradation de culture et que tu n'aies pas justement de déperdition de tes meilleurs talents? En fait, il m'a dit, le secret, Maxime, c'est la culture. Il faut que les mecs sachent pourquoi ils viennent et il faut qu'ils sachent pourquoi ils restent. Et en fait, la marque employeur, c'est pourquoi ils viennent, et la culture, c'est pourquoi ils restent. Donc je pense que c'est très important, le rôle du CEO, le rôle du patron, pour moi, c'est avant tout et pour tout d'incarner et d'impulser ses valeurs et d'impulser la culture de l'entreprise. Et c'est exactement d'ailleurs ce que dit Loïc Soubeyran de Swile, c'est que son premier rôle à lui, c'est les valeurs de la boîte. Qu'est-ce que tu recommanderais à
là, tu parles de boîtes qui sont dans des phases d'hypercroissance, qui ont souvent des moyens ou qui font des énormes marges. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre une agence de base, on est quoi, une petite vingtaine, où tu te bats pour le moindre bénéfice très galère, et après, où on a commencé à évoluer dans le modèle, où là, forcément, tu as de la prévisibilité, financièrement, c'est différent, où tu peux te permettre. Qu'est-ce que tu recommanderais à une entreprise, une PME ou une start-up qui commence, qui n'a pas des énormes marges, normales, qui s'en sort, qui se dit, voilà, ok, je veux vraiment prendre soin de mes collaborateurs, par quoi je commence ? C'est une question qui est difficile parce que je refuse le one size fits all, tu vois. Je refuse la taille unique. Je crois qu'il faut avoir une approche très spécifique et que c'est ça la clé de toute façon. Donc je recommanderais exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Commencez par comprendre qui sont vos premiers clients, c'est-à-dire vos employés, et offrez-leur ce qui les aide à grandir. Et en fait, c'est ça. Et c'est pas forcément financier, en fait. Parfois la considération. Parfois la transparence sur les chiffres de l'entreprise, sur les clients, parfois c'est ça qui crée l'attachement. Il y a des choses, c'est pas la salle de sport forcément qui crée l'attachement justement. Ça c'est un plus, ça permet d'être marketé très facilement, mais je pense que la première chose c'est de vraiment considérer pour de vrai ses collaborateurs, être attentif pour de vrai auprès de ses collaborateurs et leur donner de la transparence. Mais comment faire quand tes collaborateurs, ils ont une image de dire l'entreprise, normalement ça devrait être ça, parce qu'ils ont regardé Google et ils sont allés voir sur Internet toutes les startups du moment. Et du coup, tu te retrouves face à une situation de dire ouais, bon, là, eux, ils font ça, mais nous, déjà, bon, on va faire une offre de babysitting ou alors du télétravail, voilà. Comment tu essaierais de ramener un peu une forme de, pas de rationalité dans cette discussion, mais quelque chose de plus réaliste? Je pense que tu peux faire le pari de la confiance dans la découverte, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, toi, ce que tu veux, c'est qu'ils viennent tenter l'expérience chez toi. Parce que qu'ils soient pas, que systématiquement, on te dise pas non, je vais pas chez toi, je vais chez Google en fait, parce que ça a l'air mieux. Toi, ce que tu veux, c'est tenter le pari d'y aller ensemble. Donc je pense que avant tout, c'est réussir à leur donner envie du pari et de leur laisser de la liberté. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une période d'essai pour tout le monde. Elle est dans les deux sens. Moi, c'est ce que je dis à tous les candidats qu'on recrute. La période d'essai, elle est dans les deux sens. Tu viens pour voir. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que pendant la période où ils regardent, tu leur démontres que, ok, t'es pas Google, mais t'as une âme, t'as une culture, t'as une force. Et si le mec vient là, si la personne vient là, elle va grandir avec toi, elle va s'épanouir. Et je pense que c'est la preuve par l'exemple, par l'expérience, en fait, qui fait la différence. Tu me disais avant que toi, tu as fait un switch pendant le Covid. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switcher t'étais dans la logistique, tu disais? J'étais dans la logistique éco-responsable, donc j'avais 80% de mon personnel qui était des opérateurs de manutention et des chauffeurs. Donc on n'a pas été particulièrement impacté par le télétravail, je dois dire, parce que évidemment notre personnel support télétravaillait, bien sûr, mais finalement l'essentiel de notre personnel n'était pas là. Mais j'ai ouvert les yeux sur la société qui était en train de vivre une mutation extrêmement profonde. Et j'ai observé des nouveaux comportements et je me suis dit qu'il allait y avoir un vrai changement. Et le vrai changement, c'est quoi? C'est de passer de 5% de la population à 30% de la population active qui télétravaille du jour au lendemain. Et là, tu te dis, mais c'est la plus grosse révolution qu'il y a eu dans le monde du travail depuis des années. C'est-à-dire que la dernière, c'est quand on est passé du manuel à la machine, quoi. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, le monde change. Et quand tu es entrepreneur et que tu vois un changement dans le monde, tu te dis, tu vois, ça te procure un truc. Voilà. Et moi, j'ai dit, hop là, j'arrête le transport. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. J'arrête. Et je vais essayer d'innover, je vais essayer de créer, je vais essayer de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des vraies opportunités? J'étais persuadé que oui. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps. En 3 mois, je savais ce que je voulais faire. C'est génial. En tout cas, quand j'ai préparé cette interview, j'ai découvert ta boîte et j'aurais été hyper content en plein Covid de le découvrir, en tout cas sur le 2e confinement. Parce que justement, c'était une discussion qui émergeait auprès des équipes, dire mais tiens, on loue une grosse baraque, on va tous là-bas, parce que quitte à partir sur 2 mois loin les uns des autres. Et je trouve que ton idée, elle est géniale. C'est entre du télétravail, mais c'est ensemble. C'est ça. Et donc, il y a ce mix de, OK, on part de la ville, mais on est quand même en bande, quoi. Nous, on est pourvoyeurs de 2 choses, de bien-être et de convivialité. Et l'aspect convivial est hyper important. Parce qu'en fait, les confinements successifs, le Covid, tout ça nous a fait comprendre que la solitude était extrêmement dommageable pour la santé mentale des collaborateurs. Aujourd'hui, on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue. Il y a plus de 40% des collaborateurs qui se déclarent comme étant en détresse psychologique. C'est fort quand même. Énorme. Au siècle des réseaux sociaux, on n'a jamais été aussi déconnectés. Les gens ont besoin de se reconnecter.
Et c'est un point sur lequel les entrepreneurs et les collaborateurs se retrouvent. C'est-à-dire que les entrepreneurs te diront tous ici, je veux recréer du lien. Je veux que les gens se retrouvent. Et en fait, je pense que beaucoup font le mauvais pari de dire, du coup, je vais les forcer à revenir au bureau. Ça, c'est le mauvais pari. D'accord. C'est de dire, je veux recréer de la convivialité absolument dans mes bureaux. Non. Regarde ce que veulent les gens. Ils veulent aller dans la nature, ils veulent être ensemble, ils veulent vivre une expérience, ils veulent des activités au-delà du travail. Et donc WOM, c'est ça en fait, c'est se dire, je recrée de la convivialité, je remets le bien-être au cœur des préoccupations, pour autant, la productivité est là. Les mecs de 9h à 19h, ils bossent vraiment, ça marche, ça livre. Mais t'es dans un cadre incroyable, t'es avec tes collègues, tu partages des vrais moments, c'est pas des moments en visio, tu partages des vrais moments, t'as du small talk, t'as de l'informel. Voilà, c'est ça qui te crée le lien. On parlait tout à l'heure de culture, ça crée la culture de ton entreprise. C'est-à-dire que le jour où ton entreprise va mal, tu te rappelleras du moment où tu étais dans le perche avec tes collègues, non mais c'est vrai, et où tu as vécu ces moments qui t'ont créé de l'attachement. Tu remercieras ton entreprise d'avoir créé ces moments, d'avoir créé ces expériences, et tu seras là. Et comment ça se passe? Est-ce que ça vient du management qui dit, bon, on vous propose de faire 3-4 jours dans tel endroit, ou est-ce que c'est une des équipes qui dit, bah tiens, on va demander, on y va, au risque qu'il y en ait un du groupe qui dit, bah non, moi j'ai des gamins, je peux pas forcément venir, ma femme elle fait autre chose, donc je peux pas. Voilà, comment ça se passe concrètement? On a beaucoup expérimenté. D'accord. On a voulu lancer un modèle très autonome. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les entreprises vont laisser les collaborateurs autonomes dans leur gestion justement de ces séjours, vont leur donner des crédits sur un wallet digital, sur notre application, qui va leur permettre de réserver, de s'organiser eux-mêmes leur propre séjour, sans aval du management. Ils s'organisent entre eux, ils s'invitent entre eux. C'est le modèle ultra libre, ultra flex, qui correspond très très bien aux entreprises qui sont aujourd'hui full remote, c'est-à-dire voilà, des collaborateurs très dispersés. On a expérimenté ça et en effet, ça touche vachement la cible qu'on avait imaginée. Maintenant, de plus en plus, et là je parle d'entreprises plus matures et moins remote friendly, on est en train de développer un autre modèle où c'est le manager qui a les crédits. Et c'est lui qui s'organise avec son équipe pour emmener son équipe dans la nature. Il n'y a pas d'aval de management supérieur. C'est-à-dire chaque manager, chaque personne qui est identifiée par le DRH comme étant un manager peut à tout moment emmener son équipe dans la nature et s'organiser avec son équipe sur Slack ou sur WhatsApp pour trouver les dates et prendre en considération évidemment les contraintes de chacun. Le but, c'est de ne surtout pas aller dans le travers qui consisterait dans le fait d'exclure des gens. Et je parle notamment des familles. Donc c'est vraiment de trouver le point où tout le monde peut être dispo au même moment. Mais après, c'est pas forcément ton équipe du quotidien. Tu peux mélanger quelqu'un qui est à la compta avec quelqu'un qui est au RH, avec quelqu'un qui est au produit. C'est ce que Swapcard appelle des squads d'ailleurs, c'est de réussir à mélanger des gens qui ne travaillent pas habituellement ensemble, de les mettre dans un contexte commun pour qu'ils échangent sur le produit, sur la tech, sur la compta, pour que chacun prenne en considération les attentes et les besoins des autres aussi. C'est ça fédérer aussi une entreprise. Et là, on touche à nouveau à la culture. Tu disais qu'il y avait à peu près 30% des gens qui étaient partis en télétravail. Aujourd'hui, on en est à combien? En fait, aujourd'hui, alors je m'appuie sur des chiffres d'études de McKinsey, il ne faut pas trop les citer, on va dire que c'est BCG qui a fait ces chiffres. Aujourd'hui, ils estiment que la part de la population en télétravail au moins une fois par semaine, c'est 30% de la population active. Okay. Donc ça fait quand même 12 millions de personnes, 9 millions de personnes, et on est en train de migrer vers 40%. Progressivement, il estime qu'à 2025, ce sera 40%. Donc là, ça fera 12 millions de personnes. C'est-à-dire pas en full remote. C'est pas du full remote. C'est de façon, par exemple, un jour par semaine, 2 jours par semaine, sachant qu'aujourd'hui, la moyenne nationale est établie très proche de 2 jours par semaine. Je crois que ça doit être 1,8 sur la population qui télétravaille. Attention, j'exclus tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Okay. Dernièrement, on a eu une discussion avec un salarié qui, voilà, il n'était pas content de notre manière de voir le télétravail et qui c'est un peu... qui a réagi fortement. Et dans son mail, ce qui m'a fait réfléchir, c'est, dans sa tête, c'était un droit. Je me suis dit, là, on est vraiment en train de basculer. En gros, télétravailler, c'est comme je reçois mon salaire, j'ai bossé, je reçois mon salaire. Maintenant, je bosse, j'ai mon télétravail. Est-ce que ça, tu le perçois aussi? Je le perçois et je pense que c'est une vraie dérive, pour le coup. Je pense que ça, c'est un travers du système. Parce qu'en effet, il faut se rappeler qu'à la base, c'est pas ça. Ouais. Et que le télétravail n'est qu'une proposition, une offre de la part de l'entreprise. Alors, moi je suis convaincu que les entreprises en ont besoin pour recruter, mais il ne faut pas inverser le système non plus. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le... En effet, c'est indu. Je le perçois, mais je le rejette. Et tu penses qu'il est possible qu'on en arrive là? C'est-à-dire que même dans des lois, parce qu'aujourd'hui, tu vois, suite à ça, nous on s'est quand même renseigné un peu, et normalement le télétravail, c'est chez la personne, elle est censée être chez elle, c'est pas ailleurs, parce qu'on reste quand même responsable. Est-ce que tu penses que le code du travail pourrait évoluer à quelque chose comme ça? Alors je suis sûr que le code du travail va évoluer.
parce qu'on a vécu quelque chose de beaucoup trop révolutionnaire pour que le Code du travail ne s'adapte pas. En revanche, est-ce qu'il va arriver jusqu'à l'imposer ? J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas. Non, après, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que permettre de le rendre plus flexible, permettre de déresponsabiliser aussi un petit peu l'entreprise, parce que comme tu dis, on est responsable. Et donc, on signe des chartes de télétravail pour limiter notre responsabilité. On essaie de rendre responsable le collaborateur par des déclarations de oui, mon installation électrique est bonne, oui, j'ai une bonne chaise, oui, j'ai un écran secondaire, mais pour de vrai, il n'y a pas de jurisprudence encore. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain devant un tribunal si on a un contentieux. Donc, la loi va s'adapter. La loi va s'adapter, ça va être un besoin, mais je ne crois vraiment pas qu'on aille jusqu'à obliger l'entreprise sur le télétravail. Non. Et qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui se dit, bon, ok, cette idée semble bien, le télétravail, ça semble une bonne chose, mais par contre, pour un tel, je ne le sens pas du tout, il n'est pas assez mature, il a besoin de l'environnement. Quels seraient, toi, des critères de discernement pour te dire, ok, je pense que c'est bon pour cette personne-là. Moi, j'ai vu pendant le confinement, pour certains, le télétravail, ça a été désastreux, quoi. Même si on les invitait de temps en temps à revenir, comme tu dis, mentalement, ça a été extrêmement dur. On est plusieurs fois des mails en disant, voilà, je frôle un peu le burn-out, c'est chaud. Je pense que dans tous les cas, il ne faut pas imposer le télétravail, surtout quand on est une entreprise qui ne l'imposait pas avant. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui est arrivé avec des règles qui étaient claires, c'est je viens au bureau, du jour au lendemain lui dire non, tu es en télétravail, je pense que ça c'est extrêmement mauvais. Okay. Ça, je pense qu'il ne faut surtout pas le faire. Voilà. Passer de j'ai des bureaux et tout le monde y vient à j'ai plus du tout de bureau et tout le monde est en remote, il va y avoir de la casse. Et je pense que ça va être extrêmement dommageable pour l'entreprise. Je pense que tout est une histoire de règles et de bien définir les règles. C'est-à-dire que si tu recrutes quelqu'un et tu lui dis d'emblée, nous c'est du full remote, alors dans ce cas-là, c'est clair. Si en revanche tu lui dis, non, il faut venir au bureau et que du jour au lendemain tu dis, il n'y a plus de place au bureau, tu restes chez toi 3-4 jours par semaine, c'est sûr que c'est la catastrophe. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est qu'en effet, je pense que chacun est différent et donc il faut que n'importe qui ait l'opportunité, s'il le souhaite, d'être au bureau autant qu'il le souhaite. Si c'est ça, lui, l'écosystème dont il a besoin pour s'épanouir et pour évoluer, je pense que c'est primordial qu'il puisse le faire. Voilà, je ne suis vraiment pas un partisan de obligation de full remote, mais alors pas du tout. Voilà. Je pense que vraiment, les besoins, encore une fois, on y revient, les besoins de chacun sont différents, on s'adapte aux besoins de chacun. Et si ça ne te convient pas, recrute des personnes dans ces cas qui correspondent à ta proposition de valeur. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et troisième élément de réponse, je pense que c'est aussi super important de monitorer la transition, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses collaborateurs et de bien s'assurer qu'en effet, ils sont à l'aise dans le système qui est en place, qu'il n'y a pas de problème justement de déconnexion sociale, qu'il n'y a pas de troubles psychologiques qui s'installent, qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de difficultés managériales aussi avec le télétravail qui s'installe, parce que tout ça peut pourrir en fait si on le laisse aller. Donc je pense que la vigilance et la proactivité sont super essentielles. Aujourd'hui, là je reviens, tu as dit un chiffre qui est quand même marquant, 40% des gens se disent un peu en fragilité mentale, c'est ça ? C'est ça. Donc là, tu t'es embarqué là-dedans, il y a un marché en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire là il y a quelque chose à faire, il y a un problème à résoudre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi ? Dans quoi il faudrait embarquer ? C'est quoi les gros combats qu'il faudrait mener pour justement ramener un peu de paix mentale aux Français ? Je pense qu'on vient de traverser une période extrêmement anxiogène et on est toujours dedans. Il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre. Je pense que c'est deux éléments qui, malgré tout, ont créé aussi ce climat, qui sont responsables d'une partie de la détresse psychologique des gens. Le deuxième élément, c'est en effet la déconnexion sociale, je pense, qui est extrêmement responsable de ce mal-être, en fait, qui est en train d'être causé. Et donc, je pense qu'il faut s'attaquer à la déconnexion sociale aussi. Donc ça, pour moi, c'est les deux choses. La troisième chose, et c'est la dernière que je citerai, c'est la culture de l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a une grosse partie de la détresse psychologique aussi, qui est liée à une culture qui peut être toxique ou un management toxique. Donc, il faut en revenir aux causes pour les traiter. Sur la première, qui est le climat anxiogène, c'est pas à la main de l'entrepreneur. Tu vois ce qui se passe en Ukraine, le Covid, malheureusement, il faut vivre avec. Là-dessus, je ne te donnerai pas de solution miracle. Sur le deuxième sujet de la déconnexion sociale, il faut créer du lien social. En fait, il faut donner l'opportunité aux gens de se rencontrer physiquement. Parce qu'on l'a vu, le virtuel ne suffit pas. Le virtuel est un fixe. Le virtuel permet de faire plein de choses et franchement, j'en suis ravi. Mais il ne permet pas de créer du lien entre les gens. Et on le sait, l'entreprise, c'est le premier lieu de rencontre sociale. Ouais, c'est incroyable. Et donc, si tu coupes les gens de ça,
Tu vois, les digital nomades, ils ont tous l'air d'avoir une vie incroyable, surtout sur les réseaux sociaux, mais parce que c'est des gens qui ont un équilibre à côté, qui rencontrent des gens à côté, parce que ce sont des aventuriers, parce qu'ils sont justement intrépides. Très sociaux, souvent. Voilà. Ouais. Sauf que c'est pas adapté à tout le monde. Bah oui. Il y a des gens qui ont besoin de ce cadre, il y a des gens qui ont besoin de ce lien social. Donc je pense que vraiment, la première recommandation que je ferais auprès d'un chef d'entreprise, c'est assure-toi de créer du lien social dans ton entreprise. Ça va aider les gens à aller mieux et ça va recréer, ça va renforcer ta culture. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça marcherait dans des entreprises non digitales, un peu branchées, start-up, je sais pas, dans l'entreprise où tu étais avant. J'imagine que ça devait être des camionneurs, ça devait être des gens comme ça. Comment tu crées ça ? En fait, eux, ils l'ont vécu très différemment parce qu'en fait, ils n'ont jamais cessé de venir à l'entreprise. Ouais. Ils n'ont jamais cessé de se voir. Donc, je pense qu'on a eu, et puis pendant les confinements successifs, ils travaillaient, donc ils étaient aussi moins devant la télé, dans ce climat anxiogène. Donc, je pense que, paradoxalement, c'est une population qui est moins touchée. La population aujourd'hui qui est en souffrance, à mon sens, c'est une population de bureaux. Ouais. Beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les statistiques, donc je pense que c'est auprès d'eux qu'il faut agir. Voilà. Et une dernière question. Si je te parle de société entrepreneuriale, qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est le fait d'être acteur, d'être responsable de son propre chemin. C'est de prendre ses responsabilités dans la vie de tous les jours, c'est se sentir responsable de son bien-être aussi, de savoir se prendre en main, de savoir créer, de savoir chercher des solutions et non pas d'être attentiste ou passif. Donc je pense que c'est vraiment une société d'action, une société intrépide. Est-ce que c'est pas un peu... souvent on pense la France un pays d'assistés, c'est un peu une phrase qu'on ressort. Comment tu inverses la tendance avec justement un pays qui se prend en main et qui n'attend pas que l'État prenne les choses en main ? Alors, je pense qu'il faut aller dans le système pour le changer. Donc, je dirais que c'est à l'État d'agir, paradoxalement aussi, pour donner le goût aux gens de se prendre en main, pour donner le goût aux gens d'apprendre, de prendre des risques, de créer. Et je pense que la clé, elle est là. Il faut que les gens aient envie. Il faut leur donner envie. Voilà. Donc, je pense qu'il faut surtout continuer à mettre en avant le fait que créer des entreprises, c'est à la portée de tous ou presque. Il faut continuer toutes les démarches de BPI, etc., qui aident à la création d'entreprises. Je pense qu'on a vraiment créé un système ultra vertueux pour l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense qu'il faut le mettre à la portée de tous et le marketer et montrer, donner envie de construire, donner envie de prendre des risques, montrer que c'est à la portée de tous. C'est ça la clé pour moi.